va se pencher sur ce qu'on peut appeler la doctrine Véran pendant la crise du Covid-19. On va décortiquer ensemble une trajectoire qui est, on va le voir, d'une constance assez remarquable, marquée par une adhésion totale au dispositif mis en place par le gouvernement. La question, c'est comment cette posture a-t-elle évolué? Comment est-on passé de la pure gestion d'urgence à une doctrine aussi ferme et, disons-le, controversée? C'est ce qu'on va voir pas à pas. Tout commence vraiment ici en mars 2020, et cette phrase, elle est loin d'être anodine. Elle pose d'emblée un décor, un diagnostic de gravité absolue. Le but n'est pas de rassurer, bien au contraire. C'est de dramatiser la situation pour installer un cadre d'urgence, un cadre qui va légitimer les toutes premières mesures qui seront radicales et cet appel à une discipline collective très stricte. On entre donc dans la première phase, celle du gestionnaire de crise, sur le terrain, dans l'opérationnel. Olivier Véran, il se positionne tout de suite comme le chef d'orchestre du gouvernement. C'est lui qui va traduire l'alerte des scientifiques en consignes très concrètes pour la population. Et c'est là qu'il pose en fait les toutes premières briques de sa future doctrine. Au tout début, la stratégie, elle tient sur deux jambes, si on veut. D'un côté, il y a cet appel très, très ferme à l'obéissance de tous, incarné bien sûr par le confinement. Et de l'autre, il y a la défense de la parole gouvernementale sur les masques, une position qui était, on s'en souvient, super controversée. Tout ça en reconnaissant du bout des lèvres qu'effectivement les soignants commençaient à gronder face aux pénuries. Le cap était fixé. Et puis arrive l'hiver 2021. Et là, c'est un changement de cap complet. La stratégie change de nature. Un nouvel outil fait son apparition et il ne va pas être juste une option parmi d'autres. Non, il va devenir l'axe central, l'unique instrument de la politique de sortie de crise. C'est le début d'une toute nouvelle phase. Ce qui est vraiment intéressant avec cette chronologie, c'est de voir à quel point tout s'accélère. En l'espace de quelques semaines à peine, on passe d'une posture où l'on se défendait des critiques sur la lenteur à une véritable offensive pro-vaccination. L'engagement devient total, il est institutionnel, devant les députés, mais il est aussi personnel, militant presque, avec cet acte symbolique très fort de sa propre vaccination largement médiatisé. On avance jusqu'à l'été 2021. Et là, on a une véritable rupture. C'est vraiment le point d'inflexion majeur. C'est le moment où la persuasion, l'incitation, tout ça, c'est terminé. On laisse la place, et sans la moindre ambiguïté, à la contrainte. Une contrainte sociale et juridique qui devient l'outil numéro 1 de la politique de santé publique. Et ce tableau, il illustre parfaitement la tension au cœur de cette période. D'un côté, vous avez le discours public qui se refuse à utiliser des mots comme chantage ou obligation générale. Et de l'autre, dans la réalité, on a la mise en place de mesures qui sont, elles, extrêmement puissantes et ciblées. Le pass sanitaire, bien sûr, et surtout, la suspension des contrats de travail des soignants non vaccinés. La doctrine de la contrainte est bel et bien en place. Et la pression ne fait que monter. Durant l'hiver, on passe encore un cap avec le pass vaccinal. Là, on change complètement de logique. Avoir un test négatif ou un certificat de rétablissement, ça ne suffit plus. On bascule officiellement vers une logique de préférence vaccinale, comme ils disent. En clair, la vaccination devient la condition quasi unique pour pouvoir participer à la vie sociale. En parallèle de ces mesures, le discours, lui aussi, se durcit très nettement. Fini les précautions de langage. La pression devient une injonction, une formule directe lancée publiquement et qui vise très clairement les non-vaccinés. On n'est plus dans l'incitation, on est dans l'ultimatum. Forcément, des mesures aussi coercitives et un discours aussi direct, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Ça a déclenché une réaction très forte, très épidermique, et ça a polarisé la société française d'une manière extrêmement visible. Une vraie fracture est apparue. La réponse a été immédiate, et elle a pris plein de formes différentes. Il y a eu bien sûr les manifestations de rue, massives, dès l'été 2021, au nom du libre choix, et puis la critique politique, qui est devenue de plus en plus virulente, accusant le gouvernement de mettre en place des mesures liberticides. Et dans le champ politique, justement, les mots utilisés sont devenus particulièrement forts. Quand on entend des termes comme « société totalitaire et autoritaire », ça montre bien que le débat n'était plus seulement sur le plan sanitaire. C'était devenu une véritable bataille politique, idéologique, sur la nature même de nos libertés fondamentales. Mais, et c'est là tout le paradoxe de cette période, alors que la société se fracture et que le débat politique devient hyper violent, l'arsenal juridique défendu par le ministre, lui, va être validé au plus haut niveau de l'État. En effet, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par l'opposition, va largement valider la légalité du pass vaccinal. Cette décision, elle va donner une base juridique très solide à la stratégie du gouvernement, même si bien sûr sur le terrain, ça n'a absolument pas mis fin au débat dans la société. Bon, le pic de la crise commence à passer, alors la question cruciale, c'est qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que cette doctrine qui a été appliquée avec tant de fermeté va évoluer? Est-ce qu'elle va être remise en question? Début 2022, les règles s'allègent.
Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Ces changements, ils sont très clairement liés à une seule chose, la baisse de la pression à l'hôpital. Il s'agit donc d'une décompression tactique, d'un ajustement pragmatique. Ce n'est en aucun cas un abandon de la doctrine ou un quelconque revirement. Et la preuve, on l'a 1 an plus tard. Quand il est interrogé sur la décision très controversée de suspendre les soignants non vaccinés, sa position est inflexible. La mesure est défendue comme une nécessité à l'époque, sans l'ombre d'un regret, ni d'une remise en question exprimée publiquement. La ligne n'a pas bougé d'un iota. Et cette constance, elle est vraiment remarquable. On la retrouve sur toute la ligne, même bien après la crise. Il s'oppose frontalement à la réintégration des soignants, allant jusqu'à les qualifier de gens qui doutent de la science. Et c'est un fait notable. Les analyses qui couvrent la période jusqu'en 2026 ne trouvent aucune trace d'une autocritique de fond ou d'un revirement public sur la logique qu'il a défendue. Tout ça nous laisse donc avec une question centrale pour comprendre ce chapitre de la gestion de crise, cette cohérence à toute épreuve, cette absence totale de revirement. Est-ce que c'était le signe d'une résolution nécessaire face à une situation qui était, il faut le dire, exceptionnelle, ou est-ce que c'était plutôt le reflet d'un refus de réévaluer publiquement des choix qui ont profondément et durablement divisé le pays? La question, elle, reste ouverte.